Alors, maintenant, on va enchaîner avec un projet passionnant. En tous les cas, moi, j'ai regardé et j'ai participé de manière passionnée dans la transformation de Renault. Et j'ai la chance d'accueillir deux Isabelle. Isabelle Foscave, Brand and Content Director, et Isabelle Maroubi, qui est DRH adjointe de Renault Digital. Merci, mesdames. Donc, Renault, un des leaders du marché de l'automobile. Et c'est vrai que le marché de l'automobile s'est énormément transformé. Renault a pris finalement cette transformation en plein cœur de l'organisation. Comment s'est passée en fait finalement l'évolution du management chez Renault? Tu commences ou je commence? Bonjour tout le monde. Tu commences? Oui, alors je pourrais dire d'un point de vue managérial, parce que je ne suis pas RH ni directrice générale, malheureusement encore. Non, en fait, c'est vrai que l'automobile, ça se transforme, c'est une industrie, donc ça se transforme, on va dire, de façon mondiale. Les marchés bougent, les mobilités, ce que les gens veulent acheter, ça change évidemment. Mais surtout, ce qui change beaucoup pour nous, c'est qu'on devient un objet connecté. Alors, ça fait toujours, ça semble évident, mais en même temps, c'est une transformation compliquée quand on fait de l'indus, c'est qu'on doit faire maintenant du soft, on doit être capable de travailler comme si on faisait des logiciels, comme si on était Apple. Et c'est vrai que, autant pour des populations ingénieurs que pour des populations de managers, ça fait venir des gens très différents dans des grandes entreprises comme nous. Donc je pense que ça, effectivement, d'un point de vue managérial, c'est ça. Et des métiers, nous, c'est ça qu'on a vu arriver. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et la boîte s'adapte, et c'est adapté notamment au travers de Renault Digital. Donc Renault Digital, en effet, c'est une filiale du groupe qui a été créée il y a maintenant 3 ans. Et c'est une filiale où on fait de l'IT, on fait du développement informatique, on gère de la donnée pour que vous puissiez vous retrouver dans le Valois-Perret le matin, même quand il y a du brouillard et que votre GPS sache exactement où aller. Et c'est vrai que quand on vit dans un monde industriel comme le monde Renault, on fait des voitures, on ne fait pas du logiciel, on ne fait pas du développement informatique. Et c'est compliqué, en effet, de faire bouger la maison sur les attentes clients. Et de dire finalement ce qu'on faisait très bien auparavant, c'est-à-dire des voitures qui roulent, il faut continuer à le faire, mais il faut embarquer de plus en plus de compétences et d'objets différents dans la voiture. Et ça consiste donc aussi à faire changer les mentalités et les façons de travailler. Chez Renault Digital, on fait des choses simples. On fait du développement informatique et donc on a des populations qui ne sont pas non plus les populations que le groupe Renault a l'habitude de recruter. On recrute des développeurs, on recrute des data scientists et le changement, c'est aussi que la maison comprenne que ces nouveaux métiers sont des métiers importants pour le groupe Renault. On travaille également de façon différente. On travaille en mode agile. Je pense qu'on va en parler. Oui, alors ça, c'est vraiment ma découverte à un moment donné chez Renault. C'est que Isabelle me dit, nous passons en management agile. Et donc là, tu m'as sorti un tas de mots. Donc là, ça a été la rafale de mots. Beaucoup. Donc expliquez-nous justement, finalement, vous êtes passé d'un management traditionnel à un management agile. Pourquoi et qu'est-ce que c'est que le management agile? Alors, on parle beaucoup, nous, d'agile by the books, parce que quand on arrive dans une entreprise où on vous dit, bon ben voilà, moi je suis arrivée pour prendre un projet de création de plateau digital, et typiquement c'est de l'internalisation, c'est-à-dire que d'habitude on payait des agences de pub pour faire des sites à l'extérieur, et puis là on s'est dit, finalement on veut les compétences en interne. Dit comme ça semble faisable, mais ensuite on te dit, attention, manager des millennials, des ingés, des codeurs, c'est pas la même chose, tu vas voir, donc on a des stacks informatiques. Alors déjà, le mot stack, on ne connaît pas, mais on n'a pas que ça. On a des coachs, on a des product owners, on a des chapters, on a des tribus, on a des guildes. Et alors là, on se dit, bon, 2 solutions. Soit c'est de la novlangue, et ça veut rien dire, et en fait, c'est des choses que je connais. Il faut juste que je les remette dans les bonnes cases et je vais y arriver. Soit il y a vraiment un changement et j'ai intérêt à capter c'est quoi l'essence du changement. Et je pense que pour moi, à titre personnel, et là je ne parle pas pour tout le monde, ça a été ça vraiment l'enjeu sur les premiers mois, c'est de faire la part de ce qui était finalement
un peu comme d'habitude, mais voilà, un peu reshapé. Et puis, ce qui était vraiment fondamentalement différent. Et là, effectivement, il y a cette notion de travail très organisé, très rigoureux, parfois un peu étonnant quand on a un peu de pratique et un peu d'expérience, parce qu'on nous dit, ben voilà, tous les matins, tu vas passer 5 minutes à raconter ce que tu fais, à mettre un post-it pour dire sur quoi tu vas travailler, puis le lendemain, tu vas le faire bouger. Ensuite, on dit le soir, tu vas faire un débrief pour savoir si ta journée s'est bien passée. Et donc, c'est vrai qu'il y avait un côté pas à pas de l'équipe qui était un petit peu des choses qu'on avait l'impression de savoir faire et qu'il fallait qu'on réapprenne et remette dans des codes. Et ça, clairement, il y a des moments, c'est très enthousiasmant parce qu'on se dit, finalement, c'est des rituels, c'est des codes communs. Quitte à créer une équipe, c'est des outils pour créer une équipe avec finalement une homogénéité de pratique. Donc ça, c'est pas mal. Ça laisse un petit peu moins de place aussi parfois au tempérament. Par contre, il y a des gens, y compris des managers, où on se dit c'est quand même un peu infantilisant. Donc il faut aussi passer un peu ce cap de l'agile, by the books entre guillemets, pour se dire mais qu'est-ce que je garde? Et ce qu'on a gardé, je crois, et ça c'était aussi grâce effectivement aux gens qui arrivaient de l'extérieur, qui avaient fabriqué, travaillé dans des environnements différents, l'idée que finalement, ce qu'il faut c'est aller vite, se parler beaucoup, laisser tomber finalement les protocoles de je t'envoie un mail et puis si tu m'as répondu, je te relance, on est tous sur les mêmes plateaux. Donc ces fameux mots de collaboration auxquels tu tiens beaucoup, je crois qu'en fait c'est ça la vraie rupture du plateau agile et c'est ça que finalement on a essayé d'intégrer dans nos modes de travail, dans nos modes d'évaluation. C'est qu'effectivement on encourage les gens à aller se voir, à aller se parler, à aller se dire quand ça marche pas. Et ça, c'était assez différent, je dirais, des modes de fonctionnement traditionnels où chacun est à sa place, chacun a son périmètre, et si le voisin ne fait pas ce qu'il doit faire, finalement, c'est un peu le problème du voisin, quoi. Donc, je pense que ça, c'était vraiment intéressant. Et la pratique agile, voilà, c'est plus une boîte à outils. Moi, c'est ce que j'en retiens après 3 ans. Alors, sur la stratégie RH, qu'est-ce qui fait à un moment donné, on passe justement à ce management agile? Quel est le why, le pourquoi on décide de changer notre mode de fonctionnement? Alors, je ne sais pas si on se réveille un matin en se disant qu'il faut faire différemment, mais ce qui rassure en écoutant les confrères, c'est qu'on a affaire à des populations aussi, à des compétences rares sur le marché. On ne peut plus se permettre de passer 8 heures ou 10 heures en entretien. Les personnes trouvent ailleurs. Donc, on a réduit fortement le process de recrutement. On a des modalités d'évaluation, Isabelle en parlait, qui sont un petit peu différentes. On fait de l'évaluation à 360, donc entre pairs. Ce qui pose aussi quelques soucis par rapport à la relation au manager, on en parlera peut-être. On accorde aussi à nos collaborateurs 10% de leur temps pour ce qu'on appelle du Never Stop Learning, donc en dehors du temps du plan de formation classique. 10%, je vous assure, quand on doit travailler sur les budgets en fin d'année, c'est énorme. Donc c'est un temps qu'on laisse aux collaborateurs pour travailler soit un projet personnel, soit un projet collectif au sein de l'équipe, mais qui n'est pas forcément en lien avec la production première attendue. Donc voilà, alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de stratégie RH, c'est plus de la politique ou des petites choses qu'on essaye de faire et pour s'adapter. Et vous m'aviez parlé aussi, toutes les deux, de la notion de time to market, qui a fait que ça a accéléré en fait. Alors, c'est lié à l'objectif principal métier, notamment. Hein, c'est que les clients s'adaptent vite. Nous, nos concurrents, ça devient Waze, ça devient des gens qui vont très, très vite, qui sont des purs gens de soft. Et c'est vrai qu'on voulait éviter l'effet tunnel. Moi, ça doit parler à un certain nombre d'entre vous. C'est le grand truc des projets informatiques ou des gros projets industriels. On sait quand ça commence, on ne sait pas toujours quand ça finit. On a des protocoles très très serrés, des points de passage, des stirco, blablabla. Tu fais des indicateurs qu'on appelait nous des indicateurs pastèques, hein, tout est toujours vert, puis le jour où tu lances, ça marche pas. Donc l'effet tunnel, ça c'est vraiment quelque chose que l'Agile apporte. Tu acceptes de vouloir faire un peu moins gros. Tu décides d'un projet qui est atteignable plus rapidement, donc tu rapproches ta cible. Et comme tu rapproches ta cible, tu vois tout de suite si ça marche ou si ça marche pas. Alors ça, théoriquement, c'est séduisant.
Quand on a beaucoup de gens très compétents, qu'on fait des projets très compliqués, c'est dur d'abandonner la cible parce qu'on a l'impression de fabriquer un truc qu'on pourrait faire en 2 semaines, on le fait en 3 mois, et puis on se dit mais finalement je suis encore très très loin de mon objectif. Et un des enjeux, c'est d'arrêter d'inventer des choses très compliquées pour se demander ce que le client veut vraiment. Et donc c'est aussi une façon de remettre les attentes clients au centre pour se dire si je n'avais que 3 mois, 1 mois, 6 mois pour fabriquer quelque chose, si je ne devais fabriquer qu'une seule chose, ce serait quoi pour délivrer le maximum de valeur? Et ça, c'est aussi une transformation de mindset qui ne se fait vraiment pas en un jour et d'ailleurs qui s'adapte un petit peu parce que parfois le client veut des choses complexes et donc il faut bien quand même les délivrer et les penser un peu en amont. Voilà. C'est mieux. Alors, dans cette transformation, il y a des points de torsion. Il y a un moment où finalement il y a des mondes qui s'affrontent. Quelle a été votre expérience de ces points de torsion, de ces mondes qui s'affrontent? Alors Isabelle parlait de la novlangue tout à l'heure. Moi je suis une vieille Renault aussi, hein, donc j'ai vécu dans le groupe jusqu'en 2009. J'en suis sortie et je suis revenue justement il y a 3 ans. Et puis on m'a dit tu vas voir c'est génial chez Renault Digital, tu vas faire des RH comme tu n'en as jamais fait, on est agile, c'est génial, il y a le start-up meeting, tu vas faire partie d'une guilde. Alors bon, moi j'ai 3 garçons donc je me suis dit c'est bon, c'est Harry Potter au bureau maintenant aussi. Donc en effet il y a quand même cette torsion culturelle entre le digital et en quoi le digital va sauver le groupe Renault. Et vous vous dites, moi quand même, je fais des bagnoles depuis des années, donc pourquoi le digital va sauver l'automobile? En quoi les jeunes qui arrivent, ou les moins jeunes d'ailleurs, mais qui vont travailler, donc qui vont être product owner, coach agile, etc., sont meilleurs que les chefs de projet qu'on avait dans la maison il y a 20 ans parce qu'on n'était pas si mauvais que ça finalement. Donc il y a ce choc un peu culturel. Si c'était à refaire, je pense qu'on le ferait différemment et on embarquerait différemment et beaucoup plus vite les gens des métiers. Les anciens et les nouveaux. Moi, c'est vraiment quelque chose qu'on a dû affronter. On avait un projet qui était live avec des gens qui bossaient sur le site internet depuis 10 ans. Et donc le site, voilà, il existait, il marchait, il tournait, tout allait bien. Puis un jour, on arrivait en leur disant c'est super, hein, mais alors franchement, on recommencera plus jamais comme ça. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Donc on a pris un autre plateau, on s'est délocalisé, on s'est armé d'une nouvelle langue, de nouvelles façons de travailler. On a embauché des gens. Et alors vraiment, on a raté la marche d'embarquer les managers. Que ce soit les managers, que ce soit les RH, on s'est dit un peu naïvement, c'est super, les gens ils vont y aller quoi. Et en fait, évidemment, non. Donc là-dessus, on n'est pas... culturellement, on est une boîte de la culture de l'exploit. Les gens se mobilisent énormément. Il y a énormément de talent dans cette entreprise. Et donc, on arrive toujours à faire ce qu'on veut faire. Et finalement, souvent, sans beaucoup de casse. Là, on s'est rendu compte vraiment de l'effet motivation, de ne pas être capable de prendre le temps d'expliquer. Alors évidemment, on n'avait pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent. Il y a toujours des bonnes raisons pour faire vite. Mais voilà, moi, j'engage un 2e projet de transformation dans le monde du marketing, avec là aussi des agences publicitaires, des gens qui ont leurs propres règles, leur propre façon de penser. Et j'investis plutôt et différemment sur la pédagogie, raconter l'histoire, parce qu'effectivement, vous parliez de couches, enfin, il y a des gens clés, quoi. Il y a des gens clés qui doivent être des relais. Une transfo, c'est quand même dur finalement parce qu'il faut réapprendre, il faut se remettre en cause, il faut parfois se dire je le faisais déjà, alors pourquoi on me demande de le faire différemment, parce que il y a quand même des choses qui restent. Et donc moi ce que j'ai retenu, c'est cette notion de lucidité. Voilà, il faut parler vrai, dire aux gens là même si tu penses que tu peux le faire comme d'habitude, même si tu le faisais bien, je vais te demander de changer et prendre le temps d'expliquer pourquoi et d'embarquer. Et moi c'est vraiment, je pense, ça semble tellement évident en le disant, mais c'est toujours le temps qu'on n'a pas. Mais c'est le temps qu'il faut avoir parce que sinon on prend trop de risques. Alors ce que j'aime bien, rapidement. c'est la notion de pédagogie de la transformation. Hein. Là, vous avez vu, il y a plusieurs mots que certainement vous n'avez pas captés. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'elles ont vécu au départ. Donc, juste pour notre culture, qu'est-ce que c'est qu'une tribu et qu'est-ce que c'est, par exemple, un start-up meeting? Juste 2 définitions chez Renault.
Tu prends la tribu ou... Parce que en fait, c'est assez simple. Il y a du management. C'est assez simple. C'est assez simple. Non, mais vraiment. L'agile, c'est des petites équipes. Donc, ce que vous appelez des managers opérationnels, des chefs de projet, des gens qui ne gèrent pas forcément hiérarchique, c'est ce qu'on va appeler un patron de tribu, si c'est une petite tribu, un patron de domaine, si c'est une grande tribu. Ensuite, il y a des chapters, c'est des expertises. Voilà, donc là, on est dans le métier classique. La data, on a un chapter data qui va fédérer l'ensemble des compétences autour de la donnée. Et qui distribue ses équipes dans différents projets. Donc, en fait, c'est assez proche d'un métier de consulting, je pense, d'un métier d'agence de publicité. On distribue des équipes dans les projets prioritaires de la boîte, au lieu que chaque équipe d'experts autodétermine ses projets. Et le manager, alors du coup, là-dedans, il manage quoi ? Justement, c'est la deuxième torsion après la torsion culturelle. Le manager, on lui demande finalement aujourd'hui d'être beaucoup moins dans le reporting et beaucoup moins dans le suivi des projets, et de tirer ses collaborateurs sur la thématique de la compétence et du parcours individuel, ce qui est extrêmement nouveau pour nous chez Renault, parce qu'on a eu des années de travaux sur les parcours collectifs, on visait une cible en termes de fonction, ça on oublie. Le parcours, on le construit sur l'individu. Donc ça veut dire que nos managers classiques, potentiellement en première lecture, ils ont perdu du pouvoir. Ils ont perdu du pouvoir sur l'allocation des ressources et sur la gestion des ressources au quotidien, puisque les gens sont en effet dans les tribus, dans les domaines, même moi j'y m'y perds. Donc au quotidien, ils ne les managent plus sur l'activité. Donc oui, ça c'est une deuxième torsion. C'est une deuxième torsion qui vient en fait quelquefois s'affronter avec le rôle prépondérant que l'on a donné, peut-être trop quelquefois, aux coachs. Donc on a recruté énormément de coachs agiles sur le marché, les cherchez plus, ils sont chez nous. Et en fait, on a recréé par inexpérience aussi, dans certains projets, un management par le coach agile, ce qui n'est absolument pas l'esprit en fait de l'agilité. Donc oui, il y a énormément de bénéfices, il y a énormément de choses bien, et puis en effet, il y a aussi des écueils. Et pour les managers, c'est pas évident. Donc c'est ce dont parlait Isabelle, c'est la pédagogie et la transfo. On a testé l'holocratie, mais clairement. Bon, là, moi, je suis pas une fan, mais alors c'est assez rigolo parce qu'il y a pas mal de littérature en ce moment sur les travers de l'intelligence collective poussée à outrance. Et puis vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'on ne manageait pas une entreprise à 2 personnes comme on la manage à 200. Il se trouve que chez Renault Digital, on est passé de 0 à 200 en 3 ans, en 2 ans et demi. Et donc, hyper-croissance. Et dans la première année, on s'est laissé aller à tout collaboratif, tout participatif, tout par élection, etc. Bon. Tout par cercle. Et puis le jour où il a fallu faire le premier entretien de licenciement, forcément, personne n'a compris. Donc, comme c'est les RH en général qui s'en occupent, moi j'ai alerté assez vite la DG, la direction générale, en disant attention parce qu'on est en train de se perdre entre un mode de fonctionnement collaboratif, un mode de fonctionnement par projet, etc. Et puis la récré. Voilà, il va falloir poser des règles. Et donc ça c'est compliqué aussi pour moi en tant que RH. Par exemple, j'ai un CSE qui est pas du tout celui qu'on rencontre dans les entreprises classiques. C'est un CSE qui me dit pas plus tard que lundi en CSE extraordinaire, mais là vous mettez en place une organisation middle management, oui forcément on est 200, donc maintenant on va pas continuer à gérer à 4 patrons 200 personnes, c'est pas possible. Et donc j'ai un délégué qui me dit mais je comprends pas pourquoi vous avez nommé des gens sans faire participer l'ensemble de la communauté, on aurait pu faire ça par vote à main levée. Bon, alors je vous avoue que je suis open, mais enfin là, je commence à trouver moi aussi mes limites, quoi. Donc l'intelligence collective, oui, le collaboratif, oui, mais il y a quand même des objectifs de delivery, il y a des objectifs de performance, il y a des règles à respecter dans les entreprises. C'est vrai que moi j'ai dû confisquer par exemple des nerfs aussi, vous savez les trucs. Bon. Donc l'importance donc du oui, cadre. je suis un peu la méchante de Renault Digital, oui, ça c'est assez connu en fait.
Ça nous appelle à l'importance du cadre en management. Le collaboratif, l'intelligence collective ne peut se faire qu'avec un cadre et un socle fort. Avec un cadre et puis avec des projets qui tirent et qui donnent du sens. C'est vrai que Isabelle, vous parlez de la refonte des sites web du commerce. Voilà, ça crée finalement une dynamique et ça fédère une équipe qui va travailler dans un sens commun et pour un delivery particulier. C'est ça aussi qui est intéressant. Mais bon, voilà, en plus de ça, et donc là, on revient sur la thématique managériale, on a besoin de structurer par compétences et puis de structurer aussi réglementairement une entreprise avec des horaires, avec du télétravail, mais pas tous les jours. Voilà. D'accord. Donc avec un RH pas sympa. Mais sympa aussi. Alors, Isabelle, Startup Meeting. Ah oui, ça c'est le rendez-vous du matin. Alors, je pense qu'il faut aussi comprendre que l'agile, ça vient de l'IT. L'IT, c'est pour ceux qui pratiquent ce genre de métier, c'est un métier absolument particulier parce qu'on a des gens très doués, excessivement brillants, mais à qui on demande d'être tout seul devant leur écran pour délivrer. Ça n'a rien à voir avec un métier de conseil ou d'un métier de création, un métier marketing ou un métier, je dirais, managérial un peu classique. Et donc, je pense que le principal écueil, c'est de garder les bénéfices de ces modes de travail où on a ritualisé le contact, du coup. Tous les matins, on oblige les gens à se parler parce qu'on est sur des populations qui pourraient ne jamais se parler, sinon. Donc, tous les matins, on se parle 5 minutes. Tous les soirs, on se parle. On fait des cafés le matin. Mais moi, j'ai vécu ça aussi un peu comme la sociabilité expliquée à un public de codeurs. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'on était sur une forme de mindset de gens qui vivent vraiment dans leur bulle et on les a un petit peu obligés à s'ouvrir avec ces rituels. Quand vous faites le même rituel sur des plateaux avec des commerciaux, ça marche pas du tout pareil parce qu'effectivement, ils ont plus l'habitude de parler, de prendre des cafés, d'aller boire des clopes. C'est pas du tout la même population. Donc, on a plus de nerfs, moins d'informels, mais c'est vrai que finalement, moi, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est de trouver le juste équilibre entre tout ça, c'est-à-dire sortir de la posture, donc garder de l'échange, quitte à le forcer si c'est nécessaire. Et on se rend compte que ça, finalement, ça marche dans toutes les organisations. Faire des points de... on appelle ça, nous, des points de convergence. Donc, c'est pas forcément tous les jours, mais c'est au moins 2 fois par semaine sur les gros projets. Qu'est-ce que tu as fait? Et là, tu prends vraiment le plus de gens possible, et cette espèce d'échange qui remplace les status, les Excel, finalement, ça c'est vraiment de la valorisation. Voilà. Donc ça a remis de la relation et oui, de l'humain. Exactement. Ouais. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que vous en parlez maintenant avec du recul, mais on sent bien qu'il y a eu un chemin, tout un parcours. Et en effet, ce parcours ne s'est pas fait en un mois. En tous les cas, bravo pour ce parcours de transformation. Merci de l'avoir partagé.